Comment faire travailler le subconscient pour vous? Le subconscient est soumis à la loi de la causalité, comme du reste le monde physique dans lequel nous évoluons. Chaque pensée est un acte. En fait, chaque pensée est une cause dont les faits se manifestent extérieurement. Rien d'étonnant au fond lorsqu'on y pense. N'a-t-on pas dit que les idées menaient le monde? En fait, à l'origine de toute action, de toute invention, il y a d'abord une idée. Même avant de réaliser un acte aussi banal que de déplacer une chaise, vous commencez par en avoir l'idée. On fait certains gestes mécaniquement, me direz-vous, et sans y penser. Je veux bien. Mais la première fois que vous avez réalisé tel geste, avant qu'il ne devienne mécanique, vous y avez tout de même pensé. Le subconscient est un champ. Et pour poursuivre la comparaison, nous dirons qu'il obéit à ce qu'il est convenu d'appeler la loi de la semence. Cette loi du monde physique trouve l'application la plus naturelle et la plus évidente dans le monde mental, ou, pour mieux dire, dans la vie en général. Il est bien simple de comprendre que si vous semez dans un champ des graines de carottes au printemps, vous ne serez pas étonné de récolter des carottes à l'automne. Cette loi de la causalité s'applique de manière absolue pour le subconscient. Alors, pour faire en sorte que votre subconscient travaille pour vous, intégralement, à plein régime, il faut que vous commenciez dès aujourd'hui à l'ensemenceur avec des pensées positives. Les pensées de bonheur. Et de succès. D'amour. De paix. De santé. Il faut instaurer en vous un programme. Car n'oubliez pas ceci. Rappelez-vous l'ordinateur. Dès qu'une idée est acceptée par le subconscient, il commence à la mettre en application. Tout cela a l'air très facile. Mais comment se programmer positivement? C'est ce que nous allons examiner dans la section suivante. Vous verrez, c'est très simple. Vous vous étonnerez même de la simplicité de ces principes, qui sont pourtant d'une efficacité universelle. Le pouvoir des mots. Vous entrez au bureau le matin, déjà contrarié par les problèmes que vous aurez à régler, un peu pâle parce que vous avez fait la fête la veille, c'est normal, c'était votre anniversaire, et vous n'avez eu que le temps d'avaler un café en vitesse. Mais vous êtes en forme tout de même. En fait, peut-être un peu moins qu'à l'habitude, mais enfin, s'il fallait s'écouter, on ne ferait jamais rien. Un collègue vous salue, d'abord souriant, puis son visage s'étire et, inquiet, il vous demande si vous êtes dans votre assiette ce matin. Vous vous empressez de le rassurer, et de lui décocher un sourire entendu, lui signifiant que la veille, vous voyez ce que je veux dire? Tu devrais te reposer, insiste tout de même ce collègue qui, au fond, ne vous est guère sympathique. Qu'il se mêle donc de ses affaires, vous dites-vous. Il a lui-même un teint cadavérique 365 jours par an. Vous arpentez le corridor, qui vous mène à votre bureau. Un autre collègue vous interpelle. Il s'inquiète lui aussi. Es-tu grippé? Non, non, c'est ma digestion, je crois, mais rien de grave. Vous voyez, ce n'est plus la petite fête galante que vous évoquez comme explication. Vous vous pliez peu à peu à la suggestion. Vous cédez du terrain. Et si, par malheur, vous croisez une troisième personne qui vous gratifie d'un commentaire du même genre, là, vous commencez à ne plus vous sentir bien du tout. Vous vous précipitez vers le premier miroir pour vous examiner. C'est vrai que vous avez mauvaise mine, n'est-ce pas? Un début de grippe peut-être. Ou bien c'est cet ulcère d'estomac que vous croyez complètement résorbé et qui se manifeste à nouveau. N'avez-vous pas une petite douleur au ventre? La matinée progresse, le téléphone se met à sonner, les problèmes s'accumulent, et finalement, vous ne vous sentez pas bien du tout. D'ailleurs, après le déjeuner, plutôt léger, car vous n'avez pas d'appétit aujourd'hui, vous décidez de rentrer immédiatement à la maison, vous allonger un peu, vous reposer. Vous couvez sans doute un début de grippe. Cette scène est banale sans doute, mais elle a valeur d'exemple. Car que vous est-il arrivé dans cette situation fictive qui, cependant, s'est sans doute déjà produite dans votre vie? Vous avez été victime d'une suggestion verbale. Votre subconscient a accepté une suggestion extérieure, qu'il a intériorisée et qu'il a aussitôt manifestée en vous faisant sentir vraiment malade alors que, de toute évidence, vous ne l'étiez pas. Le subconscient est un amplificateur prodigieux. Vous avez été victime de la puissance des mots. Cette puissance est prodigieuse. Ces manifestations foisonnent dans la vie de tous les jours. Quelqu'un vous traite publiquement de menteur. Même si c'est faux, et à moins que vous n'ayez développé une force morale qui vous permet de vous immuniser contre les suggestions négatives d'autrui, il y a bien des chances que vous vous mettiez en colère ou en tout cas que vous vous sentiez insulté. Et pourtant, si vous y pensez bien, ce ne sont que des mots qui vous ont mis dans cet état. Des mots qui ne décrivent même pas une réalité. C'est que le subconscient accepte indifféremment une idée fausse ou vraie. Nous développerons plus tard ce point capital qui, au fond,
lorsqu'on y pense, n'est qu'un corollaire du fait que le subconscient soit une sorte de champ. Il y pousse ce qu'on y sème. D'autres exemples de la puissance formidable des mots. Une personne vous dit qu'elle vous aime. Si elle vous plaît, votre cœur se met à palpiter, vous êtes excité. Et pourtant, ce ne sont que des mots. Enfin, peut-être la personne est-elle sincère. Mais peut-être aussi ne fait-elle que s'amuser, badiner. Et pourtant, votre subconscient a accepté la suggestion qui s'est immédiatement traduite en vous par des signes bien visibles. Votre patron vous félicite de votre travail. Il ne croit peut-être pas un traître mot de ce qu'il vous dit. Et pourtant, vous êtes stimulé, votre confiance augmente, votre zèle de même. Un exemple dans un autre registre maintenant. Beaucoup plus dramatique s'il en est. Le cas est véridique. Un médecin apprend à un de ses patients, venu le voir pour un simple examen de routine, qu'il souffre d'une maladie incurable et qu'il est condamné. Il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Tout naturellement, le patient est surpris et bouleversé. Comment se peut-il que les tests bien ordinaires qu'il a passés aient mené à semblable conclusion? Il se sentait bien, pourtant, jusque-là. Mais, dès lors, sa vie est changée du tout au tout. L'homme tombe effectivement malade. Gravement. Il est bientôt à l'article de la mort, et sans doute son décès n'aurait pas tardé s'il n'était sauvé in extremis lorsqu'il apprend qu'il y a eu un fâcheux malentendu, une erreur médicale, son dossier a été confondu avec celui d'un autre patient. Voilà sans doute la plus belle preuve que le subconscient accepte toute suggestion, même fausse, surtout si le conscient l'a tout d'abord acceptée. De fait, lorsqu'on s'arrête à y penser, cet homme a failli être tué par une simple parole. Son subconscient a docilement fait le reste. Car il est une autre caractéristique fondamentale du subconscient. Il est important de la connaître pour se convaincre d'en utiliser la puissance et apprendre du même coup à s'en défier lorsqu'on l'utilise à mauvais escient. Surtout lorsqu'on laisse les autres l'utiliser à notre place. Et les autres, même nos proches qui prétendent nous aimer, exercent rarement une bonne influence sur notre subconscient. Étant eux-mêmes souvent mal programmés, ils ne mesurent pas l'effet de leurs paroles sur leur entourage. Le principe est le suivant, le subconscient agit comme une véritable loupe. C'est un amplificateur prodigieux. Inutile de dire les proportions que peuvent prendre les suggestions régulièrement entretenues et renforcées, et ce, dans un sens comme dans l'autre. Le subconscient, devons-nous le rappeler, est simplement réactif. Il est aveugle. Le dernier cas que nous avons cité illustre bien ce principe. Sans doute est-il exceptionnel, me direz-vous. J'en conviens. Mais la leçon qu'on peut en tirer ne l'est pas. Les applications de ce principe sont d'ailleurs infinies et quotidiennes. L'importance vitale de ce que vous vous dites. C'est pour cette raison qu'il faut attacher une importance extrême aux pensées qu'on entretient quotidiennement dans son esprit. Chacun se tient généralement un monologue intérieur. Saviez-vous que ce monologue intérieur, d'apparence anodine, a une influence très grande sur votre vie? Vous ne cessez d'émettre des suggestions à votre subconscient, qui, comme une éponge, absorbe tout sans aucune discrimination. Procédez à nouveau à une brève auto-analyse. Elle sera fort instructive. De quoi l'ordinaire de vos pensées est-il fait? De nombreuses personnes, sans doute sans s'en rendre compte, se répètent continuellement que tout va mal, que la vie est ennuyeuse, difficile, que la plupart des gens sont détestables, qu'ils sont fatigués. Avant une situation importante, par exemple, une entrevue pour l'obtention d'un emploi, ou un premier rendez-vous galant, le monologue s'accélère généralement et la plupart du temps, il est négatif ou trahit une inquiétude dont le subconscient s'empare aussitôt, si je puis dire, et qu'il amplifie démesurément. Dans ces cas-là, de toute évidence, la puissance de votre subconscient joue contre vous. Cela peut conduire à des conséquences plus extrêmes et beaucoup plus ennuyeuses. Ainsi, une cantatrice, un soir de première, deviendra aphone. Un comédien oubliera son texte. Ce genre de situation se multiplie à l'infini.